Hala Madrid, Hala Madrid, Hala Madrid. Bienvenue dans Meshke Galacticos, le podcast qui revisite la rivalité entre les deux plus grands clubs de football du monde, le FC Barcelone et le Real Madrid. Salut Aslan. Salut Xavier. Dis-moi, qu'est-ce que tu as regardé de beau cette semaine à la télévision ? Bah écoute, à part les matchs qu'on a proposés la semaine dernière, j'ai aussi regardé la finale de Copa Libertadores. Est-ce que tu as suivi un peu ? J'ai vu le nom du vainqueur, mais je peux pas dire que j'ai suivi le match. C'était bien ? Bah écoute, c'était pas dégueulasse. C'est pas le meilleur match de ma vie, mais quand même, Palmeiras qui marque le but de victoire à la 98e minute. C'était quand même assez impressionnant. 98e minute, c'était les arrêts de jeu ou la prolongation ? C'était les arrêts de jeu. Ah, les arrêts de jeu à la Real Madrid, donc. Je comprends pourquoi tu as apprécié. Plutôt à la Juventus, je dirais, si tu veux. C'est de bonne guerre. Bah écoute, vu que c'est Palmeiras qui a gagné la Copa Libertadores, et c'est quand même un tournoi qui est très important dans le football mondial, est-ce que tu veux pas qu'on en parle aujourd'hui ? Écoute, je crois que c'est un très bon choix pour notre sujet de la semaine. Tu veux que je te donne le programme ? Bah écoute, allons-y. Il est assez simple. On va revisiter l'actualité du Barça, du Real, un petit focus sur la Copa Libertadores, et on finira sur Palmeiras. Très bonne idée. Alors Xavier, aujourd'hui, on commence à parler de l'actualité par Barcelone. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Ben, pour te rafraîchir la mémoire, on s'était dit en début de saison, en tout cas quand on a commencé ce podcast, qu'on commencerait par l'équipe qui est devant au classement. Donc sur les premiers épisodes, on a fait beaucoup de Real, mais pas cette semaine. Et oui, j'avoue, vous êtes passé devant nous. Comment c'est arrivé ? Je comprends pas. À un moment ou un autre, la logique est respectée. Et donc, la meilleure équipe est repassée devant au classement. Avant, quand vous étiez premier, devant nous, parce que vous n'avez jamais été premier, mais quand vous étiez devant nous, vous aviez des matchs en plus que nous. Maintenant, on a le même nombre de matchs joués, et donc, forcément, on est devant. Et forcément, c'est Atlético Madrid qui est premier, c'est ce que tu veux dire. Ça, c'est un autre débat, mais oui, j'avoue. C'est même un autre championnat, je dirais. Oui, c'est vrai. Est-ce que, alors, tu peux nous raconter qu'est-ce que vous avez fait du beau sur cette semaine ? Écoute, ça n'a pas commencé avec le championnat parce que nous, on est encore en course dans une compétition à laquelle vous avez dit au revoir. On n'en parle pas. La Copa del Rey. On jouait contre le Rayo Vallecano, une grosse équipe, une équipe très très solide. Oui, deuxième équipe de Madrid après Real, oui, j'avoue. Je pense qu'ils sont sûrement encore en course en Champions League d'ailleurs. Mais écoute, donc on a gagné. On s'est imposé 2-1. C'était un match assez laborieux. On avait fait pas mal tourner l'effectif. Le highlight du match, il vient pas du Barça, c'est l'ouverture du score du Rayo, où Clément Lenglet se fait postériser par le petit ailier du Rayo, un dribble magnifique qui amène le but. On dit merci Alvaro Garcia parce que c'est lui qui nous a fait rêver cette semaine. Mais c'est, comme d'habitude en ce moment, c'est Frenkie de Jong qui nous fait rêver. Il fait la passe qui fait tout sur le premier but, sur le but de Léo Messi. Et c'est lui qui met le deuxième but. Donc vraiment, un gros match de Frenkie, mais il n'y a que ça à retenir parce que j'ai l'impression de me répéter. Mais on a fait plutôt un sale match. Bah écoute, c'est ce que j'entends depuis le début de saison, mais là, vous êtes passé devant nous quand même en championnat et vous êtes quand même pas mal à la coupe. Donc peut-être c'est pas si mauvais. Je pense qu'il en faut juste pas beaucoup pour être meilleur que vous. Ah bah surtout cette saison. Pour le coup, c'est un peu vrai. Mais au championnat, d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end ? Écoute, comme je te l'avais confié la semaine dernière, j'étais très inquiet parce que c'était encore un match contre l'Athletic Bilbao. Cette fois, c'était à la maison. On a gagné, comme le match allait. Dommage, c'est le match qui comptait qu'on n'a pas gagné. Mais bon, celui-là, on l'a gagné. Et alors là, pour le coup, je te dirais pas qu'on a fait un mauvais match parce que la première mi-temps a été éclatante. On a vraiment très, 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 très bien joué. On ne menait qu'1-0 parce qu'on avait des problèmes de réalisme. Ousmane Dembélé, si tu m'entends, c'est de toi que je parle. Mais vraiment, on a très, 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 très bien joué. Et le but de Messi est fantastique. Le petit coup franc. Son 650e but avec le Barça et un coup franc incroyable dans la lucarne pour dire aux journaux espagnols ok.
j'ai tapé 550 millions d'euros sur 4 ans, mais vous les touchez pas, c'est parce que vous savez pas faire ça. Mais en coup franc sur 50, je marque. Très bien. 650 buts, c'est pas mal. C'est pas si mauvais, j'avoue. Écoute, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup moins bien. On a souffert, comme souvent en deuxième mi-temps. Ils ont égalisé sur un très beau but contre son camp de Jordi Alba. Mais bon, au moins, c'est nous qui tenons le score. Tu vois, on laisse pas les autres joueurs marquer. C'est que des joueurs de Barça qui marquent. Et on a réussi à s'imposer sur un but de Griezmann. Te dire comment il a marqué ou ce qu'il a fait pendant ce match, à part le but, je ne vois pas trop ce que je pourrais raconter. Par contre, la passe décisive, c'est Mingueza, notre défenseur central reconverti en arrière droit, qui a fait un déboulé, un centre magnifique, et voilà, qui offre le deuxième but et la victoire au Barça. Donc voilà, pour la première fois de la saison, on est deuxième, on est devant le Real Madrid, en mode remontada. Ah là là, quelle joie. Pas pour nous. Pas pour vous, c'est ce que j'ai cru comprendre. Moi, je peux te dire que ça m'a fait bien plaisir. Est-ce que tu peux nous parler de ton seul match de la semaine ? Ah bah oui, déjà, c'est un seul match. Merci de bien préciser que la coupe, c'est pas tout à fait notre compétition. On laisse cette compétition aux équipes plus petites que la nôtre, comme Alcoyano, et Alcorcon, et Real Union, et voilà, donc des équipes comme ça. On est généreux, tu vois, Oui, pas comme vous. je vois ça. En fait, nous, c'est pareil, ce qu'on a fait au championnat aussi. On s'est dit pourquoi pas donner une victoire à une petite équipe qui s'appelle Levante. Tu vois, c'était notre but dès le début. Dès le début, c'était notre but. C'est ce que Zinedine Zidane a dit, je pense, aux joueurs. Parce qu'à la 8e minute, il est Militao qui prend un carton rouge direct. Voilà, donc pas du tout mérité, je trouve. Bon, un peu mérité. Voilà. Mais derrière, il y a Marco Asensio qui marque un but qui était assez pas mal sur une contre, une belle passe de Toni Kroos, et Marco Asensio marque pas des face-à-face, pas comme un certain Brésilien dont je vais parler un peu plus tard. Mais les Ventais arrivent à égaliser sur un beau but de Morales avant la pause à la mi-temps. Donc c'est un partout. La deuxième mi-temps commence pas très bien. Il y a Vinicius qui quasiment vient de rentrer sur le terrain à la 60e minute. Au bout de 3 minutes sur le pitch, il met un triplé. En triple comme en basket, tu veux dire, un but qui compte pour 3. C'est que Vinicius qui peut le faire, c'est vrai. Non, pas tout à fait en fait. Il fait un beau tacle sur un joueur de Levante. C'est presque un triplé si tu veux. Et oui, donc, mais ce penalty, c'est un tacle c'est un tacle de Vinicius qui amène en penalty, oui, voilà. Il est décisif dans les deux surfaces. Voilà, oui, il est décisif partout. Chaque partie du terrain, il est décisif. Et voilà, mais le joueur de Levante marque pas le penalty. Donc c'est une grande parade de Thibaut Courtois. Mais ça nous a pas vraiment aidé au final, parce que c'est ce même joueur, Marty, 10 minutes avant la fin de match, marque le but décisif, le deuxième but de Levante, et c'est cette équipe-là qui remporte le match, qui remporte la victoire. Écoute, c'était en effet un beau samedi soir, mais je suis un petit peu inquiet. Est-ce que tu es en train de nous dire que, parce que là tu nous parles d'un carton rouge pour le Real Madrid, sur un joueur du Real Madrid, puis d'un penalty sifflé contre le Real Madrid, est-ce que la crise économique est tellement forte qu'elle a impacté le budget arbitrage du Real Madrid ? Eh ben, je pense que c'est une question à poser la prochaine fois quand on parle à M. Pérez. Tu vois, en tant que socio, si tu veux, je lui pose cette question la prochaine fois. Mais pour le coup, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sûr. Je ne sais pas si c'est lié aux arbitres, si c'est lié à la VAR, si c'est lié au Covid de Zinedine Zidane d'ailleurs. Ça impacte le moral, je pense, très fortement de l'équipe, surtout du Isco qui râle là parce que il n'est pas rentré sur le pitch, mais un certain Arribas l'a fait. Est-ce que tu connais Monsieur Arribas ? Oui, je crois que c'était un présentateur à la télé française, non ? Voilà, exactement, okay. Parce que moi, je ne connais pas non plus. Donc voilà, mais il est rentré sur le terrain. Et pas Isco. Donc Isco, il voulait quitter le Real Madrid même avant le mercato d'hiver, donc le 1er février. Voilà, mais il n'a pas réussi. Donc il est resté avec nous jusqu'à la fin de cette saison au moins. Mais pour te dire, oui, on est un peu en crise actuellement. Ok. Est-ce que tu me confirmes bien que Isco n'est pas rentré sur le terrain, mais qu'il a fait plusieurs allers-retours au McDonald's ces derniers temps ? Je te corrige, c'était un kebab. Ok.
maintenant, je propose qu'on passe aux choses un peu plus intéressantes que les victoires de Barcelone et les défaites de Real Madrid. C'est notre thématique du jour, l'une des thématiques du jour, qui est Copa Libertadores. Écoute, la Copa Libertadores, elle a une histoire vraiment semblable à celle de la Champions League. C'est un format similaire, c'est une volonté similaire au départ. Donc le premier projet date de 1948, où ils décident de créer donc une compétition entre pays qui regroupe les champions de 7 pays. Mais c'est vraiment en 1960 que la Copa Libertadores démarre réellement. Elle s'appelle comme ça en hommage donc au grand libérateur de la domination espagnole sur les pays d'Amérique du Sud. Donc elle regroupe au tout départ seulement les champions des grands pays d'Amérique du Sud, et petit à petit, le format va changer année après année. On va retrouver de plus en plus d'équipes. Et aujourd'hui, donc, on a un format qui est le même que celui de la Champions League, c'est-à-dire qu'on a 32 équipes en phase finale, avec notamment, là on a beaucoup plus d'équipes, 6 équipes brésiliennes et 6 équipes argentines. Actuellement, il faut avouer que c'est les deux championnats peut-être les plus forts de l'Amérique du Sud, mais si on parle encore une fois de l'historique un peu de la Copa Libertadores, la première équipe qui a gagné ce tournoi, c'est une équipe uruguayenne, comme par hasard, c'est l'équipe nationale de l'Uruguay, c'est l'équipe qui a gagné la première Coupe du Monde en 1930, et là, c'est la même chose, c'est Peñarol qui remporte le premier titre, mais il faut dire que ces dernières années, surtout ces dernières années, c'est les équipes brésiliennes et les équipes argentines qui dominent le tournoi. Sur les 10 dernières éditions, il n'y a qu'une seule qui a été gagnée par une équipe non brésilienne et non argentine. C'était en 2016, c'était Atlético Nacional de Colombie. Et d'ailleurs, la finale était une finale colombienne. C'était une autre équipe colombienne en face. Donc pour le coup, c'était assez intéressant. Mais il faut dire qu'au niveau de palmarès, c'est l'équipe le plus titrée. C'est une équipe argentine, ce qui n'est pas surprenant, mais par contre, peut-être le nom de l'équipe va être surprenant pour quelques écouteurs. C'est Independiente. Est-ce que tu peux me dire de quand date le dernier titre de cette équipe, par contre? Alors précisément, je ne saurais pas te dire. Je crois qu'ils ont gagné 4 titres consécutifs dans les années 70, qui doit être un record. Allez, on va dire les années 80. Exactement. Plus précisément, est-ce que tu peux me dire quelle année c'était? Alors le quiz, c'est pour moi cette semaine. Écoute, je suis né en 84, c'était une belle année pour le monde, donc je prends 84. Et voilà, bien joué, c'était la finale contre Grêmio. Donc comme tu peux voir, même si c'est une équipe le plus titrée, le dernier titre quand même, ça date un peu. Donc, Ça date pas tant que ça, hein. Je suis pas si vieux. bah écoute, c'est la date de naissance d'un certain personne parmi nous deux, et c'est pas moi. Voilà, tu vois. Donc oui, en effet, si tu veux, pour te faire plaisir, je vais dire que non, ça date pas de très loin. C'était hier dans mon esprit. Ah bah oui, pour le coup, c'est vrai. Mais si on revient sur la Copa Libertadores, qui a gagné? On a déjà dit qui a gagné cette dernière édition. Ah oui, cette année, c'était un club brésilien, donc un des 6 clubs brésiliens. Je suis désolé, je reviens là-dessus, mais c'est une information quand même qui me fait mal à la tête. Donc un des 6 clubs brésiliens engagés dans cette compétition l'a remporté, donc c'est Palmeiras. Pourquoi ça te fait mal à la tête? C'est un championnat qui est l'un des championnats les plus forts. Il a donné Vinicius, la naissance à Vinicius. C'est exactement la raison pour laquelle ça me fait mal à la tête, tu l'as trouvé. Et donc, alors Palmeiras, c'est en termes de palmarès le plus grand club brésilien. Voilà, même si c'est pas celui dont on entend le plus parler, c'est le plus grand club brésilien. C'est un club de Sao Paulo qui a été créé en 1914, et à la base, c'est un club d'immigrés italiens. Et le premier maillot, anecdote intéressante, le premier maillot était donc vert, blanc et rouge. Ah bah, ça me surprend pas. Mais aujourd'hui, il joue plus en vert, blanc et rouge. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Bah écoute, c'est une histoire qui est liée à l'histoire globale, l'histoire mondiale, disons comme ça. Parce qu'en fait, jusqu'à 1942, l'équipe même s'appelait Palestra Italia, mais le nom a été changé à cause de l'Italie et de la politique italienne. Et si je veux être un peu plus concret, c'est à cause de la Deuxième Guerre mondiale, parce que l'Italie s'est battue avec l'Allemagne nazie, avec le Japon, contre quasiment tout le monde, tout le monde qui reste. Donc c'est pour ça que Palmeiras a changé son nom et s'appelle Palmeiras depuis.
Moi, je te disais que c'était le club le plus titré du Brésil. On va passer les championnats régionaux parce que ils sont un peu friands de ça là-bas. Mais voilà, c'est 10 titres nationaux, c'est 3 Coupes du Brésil, c'est 2 Copa Libertadores, c'est une Mercosur qui est leur ancienne, enfin, qui est l'ancêtre de leur Europa League sud-américaine. Et ils ont été élus par donc, la Confédération sud-américaine champions du XXe siècle. Ce qui ne me surprend pas quand même, parce que ça fait quand même un beau palmarès pour Palmeiras, sachant qu'en face, tu avais quand même de bonnes équipes au championnat brésilien. À l'époque, tu avais surtout Santos, avec Pelé, dont on entend parler beaucoup. Mais au final, c'est une surprise pour beaucoup de gens quand ils comprennent, quand ils entendent qu'au final, Santos, c'est pas l'équipe la plus titrée de Brésil. Ben, je me permets de citer aussi Vasco de Gama pour une raison qui m'est très chère, c'est que voilà, mes anciennes années de football manager, beau palmarès avec Vasco de Gama. C'était ton club, Football Manager. Je pensais que tu prendrais Ajaccio et pour finalement la ramener quelque part au moins dans un monde virtuel à la Champions League. Alors, fais attention à ce que tu dis, hein, parce que virtuellement, tu es juste en face de moi. Mais c'est pour finir sur cette parenthèse qui n'a rien à voir avec notre sujet. Mais oui, Vasco de Gama, c'était plutôt mon équipe au bout de 30 saisons, tu vois. Quand j'avais tout Ouh. gagné avec l'ACA, Ah. je partais au Brésil et voilà. Ah, ok, je vois bien. Pour finir la carrière. Exactement. La retraite dorée, Copacabana, tout ça, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, et le carnaval, tout ça, ça fait du bien, j'avoue. Mais alors, si on revient sur Palmeiras, est-ce que tu peux nous donner le nom du coach qui fait rêver les fans de Palmeiras dans les années 90? Le nom de coach qui va peut-être, qui va, qui va être assez intéressant et peut-être nouveau pour certains qui nous écoutent. Alors, je sais pas s'il a fait rêver, je sais pas déjà si on parle du même, hein, mais moi, celui auquel je pense, je sais pas s'il a fait rêver beaucoup de supporters de Palmeiras, mais il a fait rêver les supporters du FC Barcelone, et il s'appelle Luxemburgo. Est-ce qu'on parle du même? Ah non, 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 pas tout à fait, parce que déjà je ne sais pas pourquoi tu ne le prononces pas à le portugais comme il faut. C'est Luxemburgo Merci. ou Luxemburgo. Je ne sais pas, tu vois, mon portugais, il est pas parfait. Non, mais toi, tu maîtrises les accents, et moi, je maîtrise le football. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Ah bah surtout, oui, quand tu prends Luxemburgo comme ton coach, oui, tu maîtrises pas trop le football. Je pense que Monsieur Pérez, à cette époque-là, il était déjà à la fin de sa première période à Real Madrid, donc oui, c'était le moment pour être un peu footix. Bon, donc je comprends que tu voulais parler de Luis Felipe Scolari. Exactement. Le grand coach brésilien qui a gagné, après Palmeiras, qui a gagné la Coupe du Monde avec Brésil, qui a presque gagné Championnat d'Europe et qui a un beau palmarès avec les clubs brésiliens. Ben, comme tu l'as dit, notamment avec Palmeiras dans les années 90, à cette époque-là, Palmeiras, c'est vraiment l'équipe qui domine la compétition nationale. Ils sont soutenus par un énorme sponsor. Il n'y a pas de secret, hein, c'est ça qui fait qu'ils ont une grosse équipe, qui est Parmalat. Et donc, jusqu'au départ du sponsor, ça va être vraiment la razzia de titres. Bon, le Parmalat s'en va. Peu de temps après, Palmeiras est relégué 2 ans en D2 avant de remonter en 2004. Donc voilà, Palmeiras, c'est donc une grande équipe, on l'a dit, mais c'est, comme toutes les grandes équipes, beaucoup de grands joueurs. Eh ben oui, évidemment, si tu veux, on peut mentionner quelques-uns, comme par exemple le champion du monde, le double champion du monde, Vava, qui a brillé avec l'équipe nationale de Brésil dans les années 50 et début des années 60, donc qui a fait qui a composé une belle équipe avec Pelé, Garrincha et la compagnie, surtout en 62, et qui a d'ailleurs passé par Atlético Madrid. Juste avant de jouer à Palmeiras. Tu as aussi d'autres joueurs comme par exemple, pour les connaisseurs du foot russe, Wagner Love qui a joué à CSKA Moscou. Tu as aussi Gabriel Jesus qui a passé par Palmeiras et qui est maintenant à Manchester City, même si je le trouve pas très très impressionnant. C'est quand même un joueur qui fait de belles stats et qui joue sous Pep Guardiola, ce qui n'est pas évident. Et finalement, tu as one and only, comme on dit, Roberto Carlos, qui passe par Palmeiras avant de venir à Inter Milan et finalement arriver au Real Madrid. Et puis après, il part pas loin de chez toi. Il était où, à Kazan? Non, il était à Makhachkala. Il était à Anji Makhachkala quand on avait le
le milliardaire. Juste pour une petite histoire, pour une petite anecdote, ma mère connaît ce milliardaire. Ah, beau gosse. Ah bah voilà, tu vois, donc j'ai quelques connaissances dans le gouvernement russe, si tu veux. Bah écoute, voilà, je me demandais depuis longtemps pourquoi je faisais ce podcast avec toi, et ce soir j'ai la réponse. Et bah voilà, si tu veux parler à la mafia russe, t'es bienvenu. Je me désolidarise de ses propos, et je m'appelle Frédéric. Exactement. Et alors, est-ce que tu vois aussi, Xavier, tu peux nous présenter quelques joueurs qui sont passés par Palmeiras? Bah écoute, déjà, il y a un joueur qui m'est très cher, dont j'ai parlé à de nombreuses reprises dans ce podcast, c'est Rivaldo. Voilà, qui s'est révélé, qui a flambé avec Palmeiras. Dans ces années-là, dans les années 90, il y en a quand même beaucoup. Hein. Il y a Edmundo aussi, l'animal. Il y a Cafu. Cafu, peut-être le meilleur arrière-droit que j'ai fait. Certainement le meilleur arrière-droit que j'ai vu jouer. Qui a été nommé parmi les meilleurs 11 de l'histoire récemment. Ça me paraît totalement mérité. Je pense que oui, ceux qui l'ont vu jouer seront d'accord. C'était aussi beau techniquement qu'élégant sur le terrain. Il y avait voilà, grande histoire d'amour, Cafu. Voilà. Et encore une fois, si les Russes m'écoutent, je me désolidarise de ces propos. Ce n'est pas une histoire d'amour avec un homme. Et puis moi, je vais en citer un dont on parle pas souvent, mais qui m'a fait rêver. C'est Djalminha. Djalminha, milieu aussi fou que décisif avec le Super Deport, qui était vraiment il a fait 7 saisons à la Corogne, il me semble. Il a tout gagné partout où il est passé. Je crois qu'il a même été champion en Autriche. Enfin, bon, Djalminha, c'est pas le Brésilien le plus connu, mais c'est une sacrée légende. Donc oui, Palmeiras nous a sorti du joueur. Dans les années 90, ça a fait rêver beaucoup de monde. Jusque, comme tu l'as dit, en Russie avec Wagner Love. Enfin voilà, une équipe incroyable, ce Palmeiras. Eh ben oui, mais et aussi on a oublié un petit joueur, peut-être pas un petit joueur, un vrai joueur, c'est Mazinho. Qui doit être bien connu par toi surtout parce que c'est le père de 2 frères Alcantara. Exactement, il a offert au football quand même deux sacrés joueurs. Qui n'ont pas vraiment brillé à Barcelone. Bah, Thiago était un peu jeune, il était déjà très fort, mais bon, quand tu arrives dans un milieu de terrain où il y a Busquets, Xavi, Iniesta, excuse-moi, mais c'est un peu dur d'être titulaire. Hein. En fait, elle a juste préféré le club qui était meilleur que le vôtre. Il a suivi Pep. Hein, voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Il a suivi le meilleur coach du monde pour partir en Allemagne, boire de la bière, enfin, je veux dire, ce que tu fais pendant toutes tes vacances. Donc, non, moi, j'en veux pas à Thiago. Et puis, son frère, Rafinha, c'est pas le même niveau, mais c'est quand même un très bon joueur. Il a fait une tripotée de matchs avec le Barça. S'il n'avait pas eu de blessure, il aurait fait, je pense, une autre carrière. Et là, on l'a vu depuis le début de saison à Paris, où à chaque fois qu'il est sur le terrain, c'est un des tout meilleurs. En tout cas, c'est lui qui domine le milieu de terrain. Enfin, vraiment, ce Mazinho a été aussi décisif sur le terrain que à la maison, parce qu'il nous a offert 2 beaux joueurs de football. Bah tu vois, beau joueur et beau père. Bon, Aslan, c'est le couvre-feu, il est déjà 14h, donc je crois qu'on va rester là pour cette semaine. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous conseiller un match à regarder dans les jours qui viennent? Bah écoute, je vais dire que le match qui va faire plaisir à quasiment tous les spectateurs, je pense, c'est le Classico. Le Classico, mais pas le Classico dont on parle ici de temps en temps, c'est le Classico français. C'est Olympique Marseille contre Paris Saint-Germain. Donc le dimanche 7 février à 21h. Ça serait mon conseil de la semaine. Et toi, Xavier, est-ce que tu me parlais de matchs que tu conseillerais à nos écouteurs? Écoute, je trouve ça complètement fou, l'importance de la contrefaçon aujourd'hui dans le monde, puisqu'il y a même une contrefaçon de Classico, tu vois, c'est incroyable, je ne savais pas. Donc moi, je vais pas du tout aller sur ce match. Je vais aller dans le championnat que j'aime le moins au monde, je pense. Je vais voir Liverpool-Manchester City. C'est le samedi 7, et je suis pas en concurrence avec toi parce que moi c'est à 17h30. Mais voilà, City qui est en tête du championnat, qui est sur une série incroyable, qui s'est remis dans le droit chemin après un début de saison douteux. Pep, évidemment, grand amour pour Pep Guardiola. Et en face, Liverpool qui sort d'une série très très négative et là qui revient plutôt en forme sur les 2 derniers matchs. Donc c'est Anfield.
Il y a que 4 points qui séparent les deux équipes, même si City pour l'instant a un match en retard. C'est probablement, peut-être pas le match pour le titre, mais ça peut décider de pas mal de choses, surtout si City l'emporte. Donc voilà, un peu de Première Ligue cette semaine chez nos voisins britons. Mais je pense que malgré tout, le point essentiel, le plus attirant pour toi, c'est Pep, quand même. Oui, clairement, je vais regarder plus la ligne le banc de touche que le terrain. Voilà, donc tout ce que tu as dit sur le match pour le titre, tout ça, c'est que du blabla. C'est que pour le Pep, en fait. Ouais, mais il faut savoir présenter les choses, c'est de la com, tout ça. Ah, j'avoue. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. Exactement. Bon, en tout cas, Xavier, je te remercie encore une fois, pour cette édition. Bah, c'est moi qui te remercie, Aslan. C'était super, comme d'habitude. Et on vous retrouve, nos chers écouteurs, la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la Madrid, à la Madrid, à la Madrid.